Bonjour à tous. Voilà, nous aussi on a fait notre rentrée et on a repris les enregistrements. Pour ceux qui nous rejoignent, voici déjà le 11e épisode de notre podcast I Am an Equestrian. Premier podcast pour les amoureux des sports équestres. Tous les épisodes précédents sont encore disponibles à l'écoute sur les plateformes de streaming Deezer, Spotify, Apple Podcasts, mais aussi YouTube. Et cette semaine, nous avons rencontré un jeune cavalier ambitieux et déterminé, au parcours très inspirant, Camille Jaguelin. Camille est un cavalier paradressage. Il a intégré l'équipe de France para en 2017 et s'est depuis professionnalisé pour vivre de sa passion. À l'heure où l'on vous parle, il compte déjà 2 participations au championnat d'Europe et a été sacré champion de France en 2018. Son rêve, Paris 2024. Mais ça, on vous laisse le découvrir. Nous avons beaucoup apprécié cet échange avec Camille, sa détermination et sa pédagogie pour lever le voile sur cette discipline peu médiatisée. Pour ce nouvel épisode, nous avons eu le grand plaisir de pouvoir nous associer avec l'un des partenaires de Camille, le Cellier Équipe. Depuis le début de sa carrière, Camille peut compter sur le soutien de cette marque pour l'accompagner dans son projet sportif. Cellaria Équipe crée de véritables joyaux issus de l'excellence artisanale. La marque Équipe se caractérise par la qualité, le savoir-faire artisanal et le souci du détail. Les selles sont conçues pour répondre aux exigences du cavalier et du cheval dans chaque discipline équestre. Chaque selle équipe est l'œuvre de mains expertes qui façonnent et cousent le cuir à l'image d'une pièce de haute couture. Pour la fabrication de leurs selles, ils sélectionnent les plus belles peaux issues de tanneries exclusivement italiennes et françaises pour assurer une finition et qualité optimale. Cellaria Équipe conjugue artisanat avec un esprit d'innovation en matière de design et de matériaux, parmi lesquels on retrouve la révolutionnaire fibre carbone. En effet, Cellaria Équipe est le seul sellier à pouvoir proposer 3 types d'arçons différents, dont l'arçon synthétique à base de composite résine, l'arçon bois, directement issu de l'arçonnerie française, et l'innovant arçon e-carbone en composite carbone Kevlar. Avant d'enregistrer notre épisode avec Camille, nous avions discuté avec lui de ses partenaires, et nous avions envie de souligner dans cette intro l'engagement et la fidélité de la marque Équipe auprès de ce jeune cavalier. Notre partenariat avec la marque Équipe pour pouvoir vous présenter ce 11e épisode est une belle preuve de leur engagement professionnel, sportif et humain. Si cet épisode vous plaît et que vous souhaitez nous soutenir, vous pouvez verser un tip à partir de 1 € sur la plateforme Tipeee. Allez, c'est parti. Bienvenue dans I Am an Equestrian, le podcast. Alors, bonjour Camille. Bonjour. On est très contente de t'accueillir pour ce 11e épisode de I Am an Equestrian. Alors, pour te présenter à nos auditeurs, tu t'appelles Camille Jaguelin, tu as bientôt 20 ans. Oui. Tu es membre de l'équipe de France paradressage en grade 4. C'est ça. Et tu as eu un titre de champion de France. Oui, en 2018. Et tu es diplômé du DGEPS. DGEPS, mention dressage. Ouais, mention dressage, exactement. Alors, est-ce que tu pourrais nous parler un tout petit peu plus de toi, de ton parcours et aussi de ton handicap ? D'accord. Donc voilà, je m'appelle Camille Jaguelin, je vais avoir 20 ans. Donc j'ai commencé l'équitation à l'âge de 7 ans. Donc j'ai commencé l'équitation par rapport à ma rééducation vis-à-vis de mon handicap. J'ai fait un AVC entre 6 mois de grossesse et 2 mois de naissance qui m'a donné une hémiplégie et une hémiparésie. Donc du coup, suite à ça, j'ai dû faire un sport qui me rééduquait. Donc au début, c'était la natation. Mais beau m'appeler Camille, je suis pas Camille Lacour. Donc tout ce qui est natation, pour moi, c'était pas du tout mon truc. Après, ça m'a un peu servi quand même, mais c'était vraiment pas ma passion. Et mon médecin rééducateur m'a dit que j'avais qu'une seule possibilité, c'était de monter à cheval. Alors dur pour mes parents, mais top pour moi. Donc je suis monté pour la première fois sur un Shetland, comme tout le monde, comme tout enfant à 7 ans. Et depuis, j'ai attrapé le virus. Donc j'ai fait derrière à peu près 7 ans, 8 ans de concours de saut d'obstacle, en club, amateur, tout ça. J'ai acquis mon premier cheval à l'âge de 13 ans, un trotteur que j'avais préparé pour faire un peu d'obstacle, tout ça, un cheval de loisir plus que tout, parce qu'à la base, jusqu'à mes 15-16 ans, c'était que du loisir pour moi. J'avais pas de métier en vue là-dessus. Mais j'avais toujours eu un peu ce rêve de monter pour la France. Regarder à l'époque avec Ikia, le jumping. Le dressage à l'époque, c'était pas ma discipline, donc j'étais à fond sur le CSO. Et puis en 2015, j'avais fait une grosse saison de CSO avec pas mal d'échecs. Et donc du coup, beaucoup de remises en question. Et même en remise en question sur savoir si j'étais fait pour faire ce sport-là.
Tu étais encore dans la catégorie classique J'étais chez les valides, mais je tournais aussi sur le circuit para CSO à l'époque. D'accord. Donc, qui me permettait de faire un peu tout ce qui était beau concours et tout ça. Et puis c'était assez intéressant comme circuit, quoi. Et ça n'a pas été la meilleure saison de ma vie. Et du coup, en septembre, j'ai fait comme un léger burn-out sportif. Je voulais plus monter à cheval, je voulais plus voir un cheval. Enfin, c'était devenu un peu compliqué. Du coup, je suis parti en vacances, me changer les idées, en Normandie, terre du cheval. Donc j'ai pas vraiment changé ma tête à autre chose que les chevaux. Mais en fait, là-bas, je suis allé parce que j'étais invité pour être bénévole au championnat d'Europe paradressage. Au début, c'était un peu compliqué, je voulais pas trop y aller. En plus, c'était le dressage. C'était pas passionnant. J'étais le cavalier de Cesso, un peu pas anti-dressage, mais presque. Donc j'ai dit bon allez, j'y vais, ça va me changer les idées, ça va me faire voir une autre discipline, c'est toujours intéressant. Et on verra quand je rentre si j'ai envie de continuer ou pas. Et arrivé là-bas, j'ai attrapé un deuxième virus. Le dressage. Le virus du dressage et du haut niveau. Dressage, on n'aurait pas, enfin, je sais pas si c'était un virus au début parce que personne ne me croyait quand je disais que j'allais faire du dressage, tout le monde rigolait. Surtout mon pauvre père qui m'avait offert une salle de CSO. Donc j'ai discuté un peu là-haut avec la chef d'équipe, Stéphanie Delaval, que je connaissais un peu par rapport au para-CSO et tout ça, en lui disant que j'aimerais bien faire ça, et que je veux faire ça. J'ai été très déterminé dans ma façon de lui parler, je lui ai dit je veux le faire. Elle m'a dit bah lance-toi. Et pour moi c'était un défi en fait, c'était parce que en plus tout le monde me disait non mais c'est pas ta discipline, arrête tout, enfin tu rigoles tout ça. Donc, été plus fort que moi, il fallait que je montre un peu aux autres que j'étais capable d'eux. Et je suis rentré, j'ai dit à mes parents bon ben faut appeler le cellier, il va récupérer la selle de CSO, donc on a appelé le cellier, on lui a dit qu'il fallait une selle de dressage, lui non plus, lui aussi il a pas compris pourquoi. Donc on lui a expliqué après, et puis bon ben j'ai fait il est resté octobre, novembre, décembre à faire beaucoup de mise en selle, beaucoup de tout ça, parce que bon, l'équitation est pas, enfin, elle est pas la même, quoi, hein, dans la position, tout ça. Donc j'ai travaillé pendant 3 mois sur moi à fond. Et après les fêtes de Noël, vers la première semaine de janvier, je reçois un appel, c'était l'entraîneur national du paradressage, qui m'a appelé en me disant qu'il fallait que j'avais une semaine pour venir chez lui, présenter mon trotteur, toujours. Et donc c'était un peu hein, déjà c'était pas trop ma discipline, en plus j'y allais avec un trotteur, c'était l'entraîneur national. Au début je me suis dit wow, là je vais droit dans le mur, mais pas du tout. Je suis allé là-bas, donc mon père m'a emmené, on a fait le trajet ensemble à Saint-Germain-en-Laye, à la gare républicaine, là où était l'entraîneur national à l'époque. Et on a fait un stage qui était le stage de détection en fait, où on a bossé pendant 3 jours. Et là je me suis dit ça c'est dur le dressage. Là c'était pas facile. Mais donc on a reparti très content. On a laissé passer quoi 1 mois, j'ai été rappelé. Et puis de fil en aiguille, j'étais rappelé. Entre-temps, j'avais engagé des concours dans ma région pour me mettre dans le rectangle de dressage, essayer de comprendre pourquoi ils mettaient 7 et pas 10 et pas 5 et pas 4 dans mes notes. Donc voilà, vraiment chercher comment faire pour réussir dans ce milieu-là. J'ai fait toute une saison à dérouler mes reprises, à apprendre, à comprendre, à écouter les juges, à savoir ce que vraiment un juge recherchait, tout ça. Et donc tout ça, ça a été ma saison, donc avec l'entraîneur national aussi en stage à côté. Et on a préparé en groupe pour nous les championnats de France à Saint-Lô en fin d'année, de para justement. Et là, je me suis dit, bon, allez, on va essayer, mais j'ai envisagé 0 médaille. Pour moi, c'était impossible que le cheval, un trotteur, tout ça, on arrive là-bas, on arrive à faire une médaille. Je me suis dit, c'est impossible. Et enfin, je me suis pas dit que c'était impossible. J'avais un peu d'espoir en moi, mais après, on s'attend à avoir des gros Allemands ou des chevaux vraiment dressés, parce qu'il y a des cavaliers qui font l'international toute l'année, voilà, avec des meilleurs niveaux, donc tout ça. Donc on est arrivé au championnat de France et 3 jours de concours et le cheval médaillé de bronze. Donc c'était waouh, c'était vraiment le meilleur moment pour moi parce que c'était vraiment le travail de plus d'1 an à me remettre tout le temps en question, à chercher comment faire et tout ça. Et au final, ça a payé pour moi parce que déjà avec ce cheval-là, c'était compliqué.
Et donc de réussir à faire ça, c'était cool. Et puis entre-temps, j'avais acheté ma première jument de dressage qui est Wemk, ma jument qui a fait 2 fois les championnats d'Europe là, et qui est arrivée à la maison. Et quand je suis rentré, bah là ça y est, j'avais le cheval pour aller faire de la compétition. Donc pareil, c'est une jument que j'ai préparée tout l'hiver après, donc parce que les championnats de France étaient en novembre. J'ai préparé la jument tout l'hiver. On a bossé pareil, un peu dans le même esprit, surtout sur moi, parce que la jument était dressée. C'était très compliqué avec la jument au début. Ouais, je passais d'un gentil cheval à une jument allemande avec du caractère, très jument. Donc Fallait former le couple. J'ai pris pas mal de pelles. Ah ouais. Et dont une la veille de partir pour la présenter au staff fédéral. Donc c'était vraiment, j'étais pas trop en confiance au début et au stage j'en ai repris une autre, mais bon ça m'a appris, elle m'a vraiment appris à tenir à cheval déjà de une et à être à ma place parce que j'avais des gros problèmes de position et du coup la jument était gênée tout le temps et ça c'était facile pour elle de me mettre au tapis en 2 secondes quoi. Donc je l'ai présenté 2 fois dans l'hiver au staff fédéral et le staff fédéral dans le 2e stage m'a dit voilà tu vas l'engager au CPDI 3 étoiles de Deauville. Et là c'est un peu le Graal. Ouais. Quand ça fait c'est le petit Graal, le premier petit Graal, c'est ce que je voulais faire, c'est de l'international. Voilà. Donc je montais pas pour la France encore parce que j'étais cavalier international dans la compétition mais pas représentant de l'équipe de France. Donc mais c'était déjà énorme pour moi d'être là quoi. Et dans cette saison-là, on avait prévu de faire donc Deauville et l'Italie parce que c'était pas trop loin de la maison et après on avait dit stop, on y va progressivement et à Deauville, ça s'est plutôt bien passé. Alors je sors avec des moyennes de 63% qui sont maintenant je ferais 63% alors d'aujourd'hui ça serait compliqué mais à l'époque c'était pour un premier international, c'était vraiment sympa quoi. Et donc le staff fédéral m'a dit tu vas aller à Roosendaal en Hollande. Donc suite à Deauville, je suis allé à Roosendaal. De Roosendaal, je suis passé de 63% à 65-66%. Donc déjà 2% de gagné en l'espace d'un mois, donc c'était vraiment chouette pour moi. N'hésite pas avec la pédagogie parce qu'alors nous le dressage c'est pas du tout notre discipline, donc on n'est pas hyper calé et donc n'hésite pas surtout quand tu veux nous expliquer, c'est bien. Par rapport au pourcentage, tout ça. Par rapport aux notes, à tout, à la technique. Ah oui, le 63%, c'est le début d'un cavalier. Voilà, c'est alors aujourd'hui pour gagner, c'est 75% qu'il faut faire en compétition. Donc 63%, on est vraiment dans le bas du classement. D'accord. C'est-à-dire que je fermais presque le classement. 65%, je préparais l'avant-dernier à fermer le classement. Voilà, mais c'était déjà bien, j'avais gagné une place. Et en Italie, donc après le concours qu'on avait prévu de faire, donc je suis parti en Italie et paf, première épreuve, hop, je fais une reprise pour moi qui était facile. J'avais ce sentiment en sortant que c'était facile, mais que ça méritait pas non plus une note incroyable. Et donc je sors, tout le monde me dit bravo, bravo, bravo. Je dis c'était si fantastique que ça. Enfin, je dis, comme quoi le sentiment à cheval est pas le même que celui de l'œil extérieur, quoi. Et en fait, j'avais fait ma première Marseillaise ce jour-là. En fait, je sors à 69%, donc on se rapproche des points des leaders. Donc c'était ma première Marseillaise, donc c'était un des plus beaux moments parce que là je montais pour la France. Cette fois-ci, en plus, c'était le concours, il m'avait sélectionné pour courir la Coupe des Nations. Donc c'était vraiment cool pour moi. Puis en plus, c'était il n'y a pas de concurrence entre nous, mais j'étais avec des cavaliers comme José qui ont 40 ans d'expérience, qui ont fait beaucoup de Jeux Olympiques, enfin peut-être pas 40 ans, mais un bon paquet d'années. Et pour moi, c'était cool d'être là et dire bon, moi aussi j'ai un peu ma place. Enfin voilà, c'était super pour moi. En plus, on gagne la Coupe des Nations. Voilà, pour moi, j'avais fait un peu mon travail et c'était super intéressant. Et après, le plus beau moment, c'était que c'était ma première saison. C'était une saison pour moi de découverte. Et l'équipe de France a décidé de me sélectionner pour les championnats d'Europe de Göteborg. Et là, c'était le début. Là, c'était le début. Là, pour moi, c'était parti. Et j'avais gagné surtout mon pari, que j'allais faire les championnats d'Europe moi aussi un jour. Et alors, avec la chef d'équipe, on s'était dit qu'on pensait pas aussitôt.
mais on l'a fait. Enfin voilà, moi je l'ai fait. Après c'est pas mon objectif premier. C'était pas mon objectif premier de dire à tout le monde que j'étais capable. J'arrive à croire en moi. Après je sais ce que je veux. Il y a des choses à prouver. Bien sûr, je suis pas le numéro un mondial, mais mais après je veux dire, je fais pas ça pour prouver quelque chose aux autres. Je fais ça pour moi et tout ce que je fais, je le ferai toujours pour moi. Donc voilà, après la saison se sont enchaînées. L'année dernière, on a fait une saison plutôt pas mal avec la jument. Après, les joies du sport, elle s'est blessée, donc les championnats du monde, on les a vus à la télé. Donc là, ça a été un petit coup dur quand même. Voilà, après avoir un cheval blessé, c'est toujours embêtant, quoi. Et puis c'était surtout pour elle, quoi. On savait pas si ça allait repartir, on savait pas. Donc après, on a pris notre revanche au championnat de France et là, on a gagné notre premier titre français. Donc c'était cool, notre première médaille d'or. Donc ça c'était super, hein, super sympa. Puis voilà, cette année, championnat d'Europe encore. On y reviendra. Ouais, on va y revenir. Est-ce que tu peux nous parler un tout petit peu de ton handicap, de la place qu'il a dans ton quotidien et puis aussi de la place qu'il a dans ton sport, aujourd'hui dans ton contact avec le cheval, dans la pratique de l'équitation, etc. Ouais, c'est fou parce que mon handicap pour moi il a aucune place. Pour moi je suis pas handicapé. En fait, j'ai pas de problème avec ça. C'est-à-dire que même dans mon sport, en fait, je suis né avec, c'est l'avantage. C'est que j'ai pas eu un accident du jour au lendemain, j'ai pas fait un AVC à l'âge de 17 ans, qui m'a donné un besoin de me reconstruire. Je suis né avec, pour moi, j'ai zéro gêne. Donc, après, dans mon sport, il y a eu des adaptations. Il y a eu des moments où, c'est frustrant parce que je connais la solution pour faire, je sais pas, décontracter la bouche d'un cheval, je sors un truc bête, hein. Et j'ai un handicap c'est tout le temps contracté, en fait. Mes muscles sont tout le temps contractés. Et du coup, je contracte mes chevaux tout le temps. Alors, là, maintenant, j'ai d'autres solutions que j'ai trouvées au fil des années. Et c'est ça qui a été toujours très intéressant, qui m'a fait rester dans le milieu du cheval. C'est qu'en fait, je devais toujours trouver mon équitation par rapport à mon handicap. Et du coup, ça, c'était hyper intéressant pour moi parce que du coup, j'ai le sentiment, tous mes entraîneurs ont toujours appris des choses, tout ça, mais j'ai pour moi toujours trouvé mon équitation adaptée à moi. J'ai toujours cherché les solutions à apporter pour que on ait la même chose que s'il y avait la fonction de mes deux bras et de mes deux jambes à 100% en fait. Et donc physiquement, c'est comme ça qu'il se manifeste ton handicap, c'est que t'as les muscles qui sont tout le temps contractés. Ils sont pas tout le temps contractés. Après, en fait, c'est surtout quand en fait j'ai un cheval qui est un peu dur dans la bouche devant, par exemple, qui met de la résistance. Ouais. Là, en fait, ma seule option pour tenir, pour tenir mes rênes, pour pas lâcher le contact, c'est la contraction. Mais c'est pas la bonne, hein. Mais c'est nerveux en fait. Je peux pas contrôler ça. C'est que dès que j'ai un cheval qui se durcit, et quand c'est que ça m'arrive, dès que ça se durcit, ça peut m'arriver des fois encore. Je repasse au pas, je laisse rêne longue 5 secondes, je me relâche moi dans mon bras et je repars. Parce que sinon je reste contracté et après moi ça me fait carrément des courbatures, comme des grosses crampes derrière et tout ça dans le bras. Donc c'est tout ça qu'il faut réussir à adapter. Ça me l'a jamais fait en piste par contre. Est-ce que tu peux du coup nous parler un petit peu de l'équitation handisport? Nous on connaît pas très bien et je pense que il y a peu de monde aussi qui connaissent très bien les classifications, peut-être des différents handicaps. Est-ce qu'il y a des aménagements? Est-ce qu'il y a des compétitions différentes, des disciplines? Si tu peux juste nous briefer un tout petit peu sur l'équitation handisport dans sa globalité. Bien sûr, tout ce qui est après dans le haut niveau, tout ça, après, il n'y a pas de souci. On a 5 grades. Et le grade 5, c'est le grade où les gens sont le moins handicapés. Donc ça peut être une amputation des phalanges, des choses comme ça. Donc c'est des handicaps très légers qui ne se voient vraiment pas. Après tout ce qui est donc mon grade, le grade 4, c'est hémiplégique. Alors après ça dépend l'hémiplégique le cavalier a, ça c'est toujours pareil en fait. Tout ça est jugé par des classificateurs FEI, donc c'est des kinés. Qui en fait quand on passe à la classification on est donc chez le médecin en gros, hein, et ils ont un peu comme les protocoles de dressage, plein de trucs à nous faire, des trucs du quotidien, des trucs
bête parce que des fois on se dit ah bon j'arrive pas à faire ça. Mais par exemple prendre son pouce et toucher ses 4 autres doigts, ben avec ma main gauche y a pas de souci, avec ma main droite il s'en passe du temps. Donc ça voilà, c'est tous ces genres de petits trucs où ils font des notations et c'est ça qui donne le grade du cavalier. Donc il y a des hémiplégies où moi avec mon pouce je vais pouvoir toucher je connais pas les doigts de la main. Enfin, celui-là et celui-là. L'index, le majeur et voilà. Et t'as des cavaliers qui on peuvent même pas rapprocher leurs doigts ensemble. Enfin, c'est que des choses comme ça en fait. C'est comme ça qui jugent voilà, toi tu vas dans tel grade, toi tu vas dans tel grade. Donc après tout ce qui est donc ça c'est pour grade 4 et 5, c'est les handicaps les plus légers. En fait, c'est le grade 3. Donc déjà grade 4 et 5 c'est dans un rectangle de 60 par 20. Et après tout ce qui est grade 3, 2 et 1 c'est dans le 40 par 20. D'accord. Donc voilà, et c'est il y a que du pas et du trot dans le grade 1, 2, 3 et après il y a les 3 allures du cheval dans le grade 4 et 5. Et après c'est vraiment pour les tétraplégiques après donc le grade 1 c'est les plus lourds. Ouais. Ça c'est les plus lourds. D'accord. C'est bien, tu nous apprends plein de choses. J'imagine. Et après oui, il y a des adaptations. D'accord. Des adaptations. De matériel. Donc il y en a qui ont le droit, par exemple, des alliances sur les brides. D'accord. Pour avoir qu'une reine, pour tenir qu'une reine, parce que pour certains c'est dur de tenir deux reines, 4 reines. Et après il y a des selles pour cavaliers amputés aussi. Donc avec un côté de quartier d'une selle normale et l'autre côté avec un boudin qui tient le moignon. Enfin voilà, il y a plein de trucs comme ça, il y a beaucoup d'adaptations, il y en a tellement que je pourrais pas tous les dire parce qu'en par contre il y a que le paradressage qui est en discipline FE et tout ce qui est para-CSO ça a été même arrêté au national. D'accord, ok. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ton quotidien? Tu construis ton avenir professionnel. Et aussi, est-ce que tu peux nous parler un peu de ta formation, surtout du DEGEPS que tu as passé à l'École nationale d'équitation à Saumur? Alors mon quotidien, c'est assez facile. Hein. Il y en a, c'est métro, boulot, dodo. Moi, c'est voiture, poney, manger, dormir. Voilà, c'est ça tous les jours. Après, voilà, maintenant, c'est depuis un mois. Là, je me suis lancé dans le perfectionnement sportif, donc dans tout ce qui est valorisation, coaching, tout ça. Parce que ça a toujours été un peu l'équitation en lui-même est ma passion et monter à cheval c'est une très très grosse passion, regarder des cavaliers c'est une très très grosse passion aussi et pouvoir enseigner ce que je sais à des cavaliers ça me fascine énormément parce que du coup de voir ce que je peux apporter aux cavaliers, voir que ça marche, ça me prouve aussi que moi j'ai acquis tout ça. Et c'est un plaisir vraiment de retransmettre tout ce qu'on connaît à des cavaliers, que ce soit en expérience haut niveau, que ce soit en expérience compétition. Voilà, maintenant j'en ai fait j'ai fait assez de compétitions de haut niveau pour vraiment voir le milieu, puis avoir de stress en compétition parce qu'au début c'était compliqué. Et maintenant, voilà, et tout ça, je sais que je peux le retransmettre à mes cavaliers pour être là tout le temps avec eux. Donc depuis peu, c'était compliqué pour moi de me lancer là-dedans parce que j'ai jamais voulu trop, j'osais pas que j'avais pas confiance en moi, mais j'avais un peu peur du jugement des gens. Tu te sentais pas légitime? Non. Non, c'est quand après c'est un milieu qui est l'équitation, ce sport-là est un milieu très compliqué. Ouais. Ça, tout le monde le sait. Après le jugement va très vite dans ce sport. Donc c'était un peu ça. C'était un peu le regard des autres qui me freinait. Mais je me dis que pourquoi moi j'aurais pas ma chance. Donc ça t'apporte vraiment beaucoup personnellement. Ça m'apporte énormément parce qu'en fait c'est pas qu'une question de métier, d'argent, je le fais. Bon, bien sûr qu'après je fais payer une prestation parce que c'est plus parce que ça me prend du temps et que voilà. Tout ce que j'enseigne, et ça fait partie de ma formation, c'est tout ce que j'enseigne, les cavaliers que je fais monter m'apprennent aussi des choses. Faut pas croire dans leur façon de faire parce qu'ils ont eu forcément des entraîneurs avant ou des choses comme ça. Donc d'arriver à les voir et à les emmener dans un objectif
par des facilités que moi j'ai acquis, que je peux retransmettre, c'est voilà, ce que je dis, c'est top. Donc pour moi, c'est une formation aussi de voir plein de chevaux, plein de cavaliers, de les aider, on se rate hein, des fois, hein, mais ça, il faut l'assumer, c'est tout. On trouve pas les bonnes solutions, on en cherche d'autres, et ça, c'est hyper passionnant, vraiment. Pour toi, c'est quoi les bienfaits de l'équitation, j'allais dire pour les personnes en situation de handicap, mais comme pour les valides, qu'est-ce qu'on retrouve, on va dire, de dénominateur commun entre les deux dans la pratique de l'équitation et dans le contact du cheval? Déjà, les bienfaits pour moi de l'équitation, je vais parler d'abord pour toutes les personnes en situation de handicap. Le cheval, enfin, pour moi, je trouve que le cheval fait penser énormément à autre chose. C'est-à-dire que moi, à cheval, personnellement, j'oublie tout. Quand j'ai un problème, je vais monter à cheval. Enfin, quand j'ai un truc où je suis tracassé, parce que je suis humain aussi, je prends mon cheval, je m'en vais en balade, et franchement, rien que ça fait du bien. Donc, les bienfaits pour les personnes en situation de handicap, c'est top dans le sens où des gens qui ont eu des accidents, qui se remettent à cheval, tout ça, de voir qu'ils peuvent continuer à pratiquer leur sport, à faire parce que s'il y a des disciplines maintenant qui permettent de continuer à avancer dans leur discipline, dans leur sport, dans tout ça. Et je trouve que ça fait garder le mental à tout le monde. Pour moi, après il faut aimer ce sport, mais c'est une façon de beaucoup décompresser, et de grandir aussi, ça fait grandir. C'est un sport qui, avec la rigueur, tout ça, ça fait mûrir. Est-ce que tu pensais en arriver à ce niveau-là, avec tout ce que tu as vécu? Bon, c'est vrai que tu nous dis que t'es né avec ce handicap, donc tu le vois un peu différemment, mais tu as dû te confronter quand même à pas mal d'obstacles. Et est-ce que tu as pensé à un moment te dire que tu allais participer à 2 championnats d'Europe, avoir des objectifs comme les Jeux Olympiques, mais on y reviendra après. Comment est-ce que tu appréhendais ça? Pour moi, alors dès le début, c'était les jeux, tout ça, c'était inatteignable. Pourquoi? Parce que au début, c'était dans ma discipline du CSO. La discipline du CSO, tout le monde sait que maintenant, pour rentrer dans les équipes de France seniors de CSO pour aller faire les jeux, il faut quand même se lever tôt le matin. Et donc pour moi, tout ça, c'était inatteignable. C'était un rêve, mais pas dans cette discipline-là. Pour moi, j'ai toujours un peu caché, mais j'ai toujours aussi un peu cherché comment faire pour y arriver. Et c'est un peu la vie qui m'a mené à ça et qui m'a dit ça va être ta voie. Enfin, pour moi, c'est pas un hasard. Je suis monté là-bas, en Normandie, tac, j'ai atterri sur cette discipline qui était pas du tout la mienne. Et je me retrouve à avoir fait 2 participations au championnat d'Europe. Donc je m'y attendais pas à faire ça. Pour moi, c'était jamais de ma vie, j'allais faire les championnats d'Europe. Enfin, après, il faut jamais dire jamais. Et après, il faut toujours croire en ses rêves aussi. Donc j'ai toujours cru. Mais d'un côté, c'était compliqué. C'était pas possible chez les valides pour moi, il y avait que cette solution-là. Après, attention, je fais pas cette discipline pour ça. Ouais. Je fais cette discipline parce que je suis vraiment passionné par la discipline. Et justement, qu'est-ce que ça t'apporte le dressage par rapport au saut d'obstacle? Toi qui es un ancien du saut d'obstacle et qui a basculé. Vous savez quoi? J'ai jamais aussi bien monté un parcours de CSO parce que oui, entre-temps quand même, parce qu'on parle beaucoup de dressage, mais il fallait quand même que j'aille sauter ma petite barre au début parce que c'était quand même compliqué. Et après 1 an de dressage, moi j'étais aux écuries chez Mélanie Massardo. Et après 1 an de dressage, Mélanie elle m'a dit allez saute 2 barres, ça va te faire du bien. J'ai sauté un parcours, j'ai jamais monté aussi régulier, droit et dans le calme. Donc j'ai arrêté ma carrière là-dessus d'ailleurs parce que c'était parfait. mais ça m'a apporté énormément de rigueur, énormément de répétition, de chercher des solutions, de savoir incurver un cheval, tout ça, d'avoir des notions d'équilibre, de régularité, de rythme, enfin de tout ça, de cadence. Voilà, la cadence avant je savais pas ce que c'était. Et là, avec ce travail de dressage au quotidien, ça m'a apporté énormément. Tu rêves de participer là au JO de Paris 2024, c'est dans tes objectifs. Donc dans ta catégorie de paradressage, est-ce que tu peux nous parler de ton projet? Comment tu t'y attelles? Qu'est-ce que tu fais justement pour essayer d'aboutir à ça? Alors, je rêve de participer aux Jeux de Paris 2024. Ça, participer,
Il y a, il y a des chances que j'y participe. Mais c'est pas participer que je rêve, c'est de gagner là-bas. Et c'est plus ça que je suis en train de préparer, mais je prépare ça surtout en analysant comment font les meilleurs d'aujourd'hui pour gagner. Les cavaliers qui sont en tête d'affiche maintenant, à l'heure d'aujourd'hui, les stars de notre discipline, comment ils font pour gagner. J'essaye de regarder dans leur façon de monter, dans leur équitation, et tout ce qui tourne autour de leur cheval, leurs équipes, tout ça, pour vraiment essayer d'aller chercher ça chez moi aussi et préparer ces jeux. Après, pour préparer ces jeux, là j'ai un cheval que j'ai rentré il y a pas longtemps, ça sera peut-être lui qui ira, j'espère. C'est tout le mal que je lui souhaite à ce cheval, de participer au jeu. Mais c'est surtout en prenant le temps de bien construire les choses les unes après les autres. C'est vraiment en répétant, lire mes protocoles, analyser ce qui va pas, et répéter. C'est que ça, il n'y a pas de secret, hein. Cette discipline-là, c'est beaucoup de répétitions. C'est l'équivalent de la danse, hein. C'est la danse classique. Donc les danseurs, ils font que ça, hein, répéter, travailler, répéter, travailler. Voilà, là je suis en train surtout de mettre des choses au point à l'extérieur de ce sport, comme tout ce qui est kiné du sport, tout ça, pour garder vraiment une hygiène de vie saine, avoir un physique qui permet d'être encore plus gainé, tenir plus longtemps au niveau cardiaque, tout ça. Donc je travaille vraiment beaucoup là-dessus, et après mes chevaux aussi ont tout ce qui est vétérinaire, maréchalerie. J'ai vraiment une bonne équipe aussi derrière moi, mon entraîneur aussi, qui permet de vraiment faire une équipe, et je vois pas pourquoi nous on n'y arriverait pas aussi. Donc on forme petit à petit. Déjà en France, on a quand même, je trouve que surtout cette année, on a quand même un peu monté en niveau. On a plus de points que les années précédentes dans tout ce qui est Coupe des Nations, tout ça. On gagne pas les championnats d'Europe cette année. On n'a pas gagné toutes les Coupes des Nations de tous les concours cette année. Mais on est là, et on sait que dans notre discipline, certains juges sont avec nous, enfin même beaucoup, nous soutiennent, nous aident à avancer. De toute façon, tout ce qu'ils nous disent, il faut l'encaisser, même si des fois c'est pas des trucs qu'on aime entendre. Mais ça nous permet d'avancer, et c'est savoir écouter tout le monde et tout ça qui fera que je pense que j'y arriverai. Du coup, tu as une bonne équipe qui gravite autour de toi. Tu as des partenaires, oui, de ce que j'ai cru comprendre. Merci à vous. Oui, et à la team équipe aussi qui supporte cet épisode. Donc, toutes ces personnes-là gravitent autour de ton travail. Comment est-ce que tu gères un peu toutes ces personnes-là? Ah, ben, c'est lui qu'il faut interviewer. Ton papa. Ton papa. C'est pas, alors, c'est un travail entre mon père et moi, tout ça. Moi, mon sport me prend énormément de temps. Mes sponsors, je les remercie tous de m'aider, parce que sans eux, je pourrais pas faire tout ce que je fais à l'heure d'aujourd'hui. Mais je ne peux pas être disponible à 100% tous les jours pour tout le monde. C'est assez compliqué. Je suis pas une star non plus, mais je veux dire, tout me prend beaucoup de temps. Du coup, j'ai la chance d'avoir mon père qui gère un peu tout ça, toute ma communication, tous mes sponsors, et du coup, nous, on marche comme ça. D'accord. Et tu nous parlais aussi, ça c'est super intéressant parce qu'on l'a déjà abordé dans l'épisode 5 avec Charlotte et Marc McCauley, qui sont des cavaliers de CSO, de la préparation sportive et du fait que tu fais très attention à ton hygiène de vie, etc. Donc toi, c'est vraiment important. C'est hyper important. On pense qu'à travailler nos chevaux, à gainer nos chevaux, à rendre les chevaux musclés. On pense qu'à eux. Mais si on n'est pas sur leur dos, c'est fini. Donc du coup, c'est hyper important. Autant que eux que nous, on doit bosser. On doit être en condition pour se permettre d'être. On est des athlètes aussi. Donc il faut avoir un corps d'athlète. Voilà, un corps d'athlète, ce qui veut pas dire avoir des pecs, des tablettes de chocolat à fond. Mais il faut quand même prendre soin de soi, faire attention à tout quand même. Et surtout, après le plus important, c'est d'avoir la force mentale pour faire tout ça. Tu as déjà travaillé ton mental avec quelqu'un? Ouais, j'ai travaillé avec un sophrologue, ouais, pendant 12 ans. Ça t'a apporté? Pas mal, ouais, pas mal. Donc tu as travaillé quoi, la concentration? Travailler, en fait, ouais,
fermer les yeux, tout ce qui était visualisation. Voilà, vraiment travailler mon souffle aussi, en fermant les yeux, ça c'est hyper important. Ça permet de vraiment déstresser, décompresser c'est des choses que moi je reproduis en piste. Parce que bon, des fois sorti de telle et telle figure avec un cheval des fois un peu chaud ou quoi, souffle un bon coup, le cheval souffle aussi et tout ça c'est hyper important. Et après le mental, surtout dans le haut niveau, c'est important de le garder parce que le haut niveau il y a beaucoup de hauts et de bas. C'est-à-dire que lundi, mardi on est en haut et mercredi, jeudi, vendredi, samedi et dimanche on est en bas. C'est-à-dire qu'il y a vraiment 2 jours dans la semaine où tout est top pour vous et après la plupart du temps c'est plus dur. Donc c'est vraiment de toujours garder ce mental à se dire moi je vais y arriver, faut pas lâcher. Et c'est en se répétant ça tous les jours, moi je me répète tous les jours que j'ai envie de gagner. C'est ça qui me fait lever le matin, aller monter mes chevaux, travailler mes chevaux, qui me donne envie de continuer, qui me donne envie de me surpasser dans mon sport. Quelle place pour toi occupe le cheval dans la performance handi-équitation? J'ai lu un peu, on avait lu sur Orselot que tu parlais de cheval thérapeute dans une interview que tu as fait. Est-ce que tu peux nous en parler un peu dans quelle mesure, quelles sont les versions que tu attribues au cheval en fait, justement dans l'équitation? Je parle de cheval thérapeute dans Orselot parce qu'en fait pour moi c'était l'équitation, c'était ma rééducation. Et en fait, il arrive un moment où j'ai fait ma crise de dos comme tout le monde. Et le kiné, c'était terminé. J'avais fait 13 ou 14 ans à peu près de kiné. Et il arrive un moment où j'avais dit stop à tout le monde. Et c'était vraiment fini. Il n'y a plus personne qui pouvait négocier. Pour moi, c'était pas possible. Le seul truc qu'on m'a dit, c'est continuer à monter à cheval. Ça te gardera en évolution pour ton handicap. Donc, pour moi, oui, moi, je le ressens, en fait. Demain, j'arrête de monter à cheval pendant 2 semaines. Ça m'est déjà arrivé. Je suis très raide, j'ai mal partout. Dès que j'arrête de monter à cheval. Parce qu'en fait, j'entretiens un travail de mes muscles, dans tout mon côté droit comme dans mon côté gauche, et qui fait que tous les jours, je me lève, je me sens bien. Mais si demain j'arrête de monter à cheval, pour moi, ça devient vraiment compliqué, quoi. Est-ce que tu peux aussi nous parler de la différence, alors plutôt dans ta catégorie qui est le dressage, entre les valides et le paradressage, donc les cavaliers handicapés. Est-ce que c'est difficile à appréhender et comment est-ce que tu la ressens sur une compétition? Est-ce que est-ce que les gens ont un certain a priori que tu peux ressentir ou pas? Aucun. Dans le sens où, de toute façon, notre discipline, elle est la nôtre, elle est adaptée à notre handicap. Mais elle est juste adaptée. Si le paradressage existe, c'est pour que des cavaliers comme les amputés, tout ça, puissent monter avec une adaptation de selle, tout ça. Chose qui ne serait pas possible chez les valides. Mais le reste, tout ce qui est niveau, on cherche la même chose. On cherche des chevaux rassemblés. On n'a pas de pirouette, on n'a pas de piafé, on n'a pas de passage. Mais pour moi, pour l'instant, on n'a pas ça. Mais je pense que pas l'année prochaine, mais dans 20 ou 30 ans, le para, ça sera le Grand Prix spécial et le Grand Prix RLM, avec des adaptations. Pour les grands grades. Après, je pense pas que forcément les cavaliers qui sont tétraplégiques, ils pourront pas faire tout ça. S'il y aura une adaptation. Mais à l'heure d'aujourd'hui, chez nous, dans toutes les recherches, les coefficients des juges, tout ça, on dit que le grade 5 est l'équivalent du Grand Prix et que mon grade est l'équivalent du Saint-Georges. Parce que tout ce qu'on recherche, c'est tout l'équivalent de ça. Donc pour moi, il n'y a pas de différence, mis à part une adaptation pour les cavaliers. Est-ce que tu constates qu'il y a un manque de médiatisation déjà du dressage et en plus peut-être a fortiori du paradressage? Énormément. C'est d'ailleurs un peu triste parce que on a notre place aussi. Tout le monde, après tous les sports, tous les athlètes de niveau, tous les gens qui se surpassent, qui représentent la France, qui représentent leur nation, sans parler de la France forcément, mais leur nation mérite d'être entendue, d'être vue, tout ça. Mais c'est triste de voir que aux Jeux paralympiques ou tout ça, on part pas tous là-bas. Nous, on aimerait bien suivre la compétition, voir nos collègues courir.
Et tout ça, on peut pas le voir. Et après, c'est même dur pour nous derrière par exemple, si on a besoin de rechercher des sponsors, tout ça, il n'y a aucune médiatisation sur nous, mis à part des journaux comme vous, comme tout ça, qui nous font notre pub, en gros, Bien parce que sûr. voilà, et qui parlent de nous. C'est une Mais vitrine. c'est une vitrine, voilà. Mais demain, à Paris, peut-être que si demain on est champion olympique, on va passer à tout le sport 5 minutes sur France 3. Ça sera déjà bien. Mais il y a aucune visibilité de ça et je trouve ça dommage parce que pourquoi pas nous? Pourquoi l'athlétisme aurait le droit et pas l'équitation? Après, je parle pour les paras, mais je parle aussi pour les valides. Mhm. Voilà. Donc cette année à Rotterdam, il y avait RMC Sport qui a médiatisé un peu, mais RMC Sport qu'au championnat d'Europe. Toute l'année, ces cavaliers préparent les championnats d'Europe, toutes les compétitions. Avant, on avait la chance de pouvoir les suivre avec Wikipedia, tout ça. Et maintenant, Il y a un flou c'est médiatique. on a l'impression que c'est une discipline inexistante en fait. Enfin, un sport inexistant et qui est là, oui, juste pour un gros championnat, un gros événement. Mais c'est dommage que ça soit pas plus montré parce que je pense que ça pourrait aider beaucoup de cavaliers qui sont en recherche de sponsors, de tout ça. Parce que ça a un coût financier, tout ça quand même. Bien sûr. Et c'est dommage que ça soit pas montré parce que ça aiderait vraiment beaucoup de personnes, quoi. Et on avait une question qu'on trouvait très intéressante, c'était de savoir comment est-ce qu'on choisit un cheval pour une discipline para, que ce soit en CSO ou en dressage, vu que tu as un peu fait les deux. Est-ce que vous accordez plus d'importance à certaines caractéristiques ou pas? La seule importance avant tout, alors surtout pour les petits grades, on cherche des chevaux gentils. Des chevaux qui acceptent d'avoir un cavalier qui porte deux sticks. Des chevaux qui acceptent qu'un cavalier sait pas doser sa main et sa jambe. Voilà, c'est ça d'abord avant tout qu'il faut chercher. Après pour les grades 4 et 5, les cavaliers en général sont plus valides. Donc du coup, n'importe. Enfin, moi je sais que personnellement, je peux monter tout type de chevaux. Demain, un cheval chaud ou un cheval qui peut ruer, un cheval tout ça, je peux le monter, il n'y a pas de souci. Après, je tomberai comme tout le monde. Peut-être que je prendrai une pelle, peut-être que j'en prendrai pas. Mais moi, je ne choisis pas mes chevaux en fonction de si ils sont sur l'œil ou pas. Ça, pour moi, c'est des problèmes qui se règlent. C'est avant tout, après, ce qu'on recherche, c'est tout ce qui est locomotion, les chevaux qui bougent. Voilà, il nous faut à l'heure d'aujourd'hui, pour réussir, en gros, pour vous expliquer un peu vite fait, on va dire, des chevaux avec les allures et les qualités des chevaux de Grand Prix, mais avec la gentillesse des chevaux de Poney Club. Donc c'est compliqué, parce que d'un côté on a besoin d'avoir des chevaux dans le sang, et d'un côté on leur demande de pas être expressif. Mhm. Parce que forcément ces chevaux-là, quand on les voit à la télé, forcément ils ont toujours la pom pom pom, ils sont calmes, c'est facile, nanana. Mais après à la maison ça doit pas être toujours comme ça, hein. On doit faire des diagonales aussi, hein. Donc voilà, c'est après avoir ça. Mais c'est surtout, pour moi, c'est surtout, et je parle moi parce que je me permets aussi de parler pour les cavaliers qui sont dans le même grade que moi, on n'a pas besoin de chevaux qui soient vraiment doux, tout ça. On peut monter tout. On peut tout monter. Après, c'est à nous de nous adapter. On peut s'adapter, nous aussi. C'est pas parce qu'on a un handicap que, non, il nous faut un cheval qui s'adapte au cavalier. Ça n'a jamais existé. Donc, dans tous les cas, il faudra qu'on s'adapte. Alors qu'après qu'il a un peu de vice, faut l'accepter. Et puis, ça fait les bons chevaux en général. Une dernière question, quels sont tes rêves pour les 10 prochaines années à venir, tout, on va dire tous horizons confondus? Ben, mon titre olympique déjà. Ça serait le Graal. Après, un titre européen, un titre mondial aussi. Plein de médailles, quoi. Ouais, j'aimerais bien avoir un peu toutes les médailles. C'est mon plus grand rêve. Mais après, je travaille pour. L'avenir me le dira. Et après, c'est aussi professionnellement, j'espère avoir un peu un jour l'opportunité d'ouvrir ma structure et d'accueillir des gens, les faire travailler, vraiment avoir une structure à moi avec mes chevaux, mes cavaliers, et puis surtout faire le Grand Prix aussi un jour. Parce que moi je suis ouvert à tout. Pour moi le para c'est génial. Je suis trop heureux de faire ça.
mais je veux aussi toucher au Grand Prix un jour. Donc le jour où j'ai l'opportunité de monter un cheval, qu'on me prête un cheval, je sais pas, pour aller faire un Grand Prix en me formant avec, ou je le ferai. Pour moi, c'est aussi important que tout. J'ai besoin d'aller faire ça un jour aussi. D'accord, et bien en tout cas c'est tout le mal qu'on te souhaite, plein de médailles, et Merci on beaucoup. sera là pour te supporter à Paris 2024. Ah ben merci. Et voilà, et donc on espère que tu as aimé aussi dans cette interview. C'était très très bien. À très bientôt. Merci. En attendant notre prochain épisode, on vous invite chaleureusement à nous retrouver tous sur les réseaux sociaux. Vous pouvez retrouver Camille Jagelin sur Facebook, Instagram et aussi sur LinkedIn. Vous pouvez retrouver Ayam Nekesrian sur tous les réseaux sociaux, Twitter, LinkedIn, Facebook et Instagram. Et vous pouvez retrouver Celeria Equipe sur les réseaux sociaux pour en savoir un peu plus sur leur gamme, leurs produits et leur savoir-faire.